Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Véronique Bourbeau. On parle ensemble des hormones et la santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, le pouvoir des introvertis. Notre invité en début de deuxième demi est Steve Bellumeur et il nous parle de santé mentale chez les jeunes. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant mon invité, Véronique Bourbeau. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Folie douce. C'est un retour vers le futur qu'on fait parce que tu étais chroniqueuse avec nous dans le début des années 2000. Alors, très heureux de t'accueillir encore une fois cette fois-ci, après quelques années. Ça fait plaisir d'être ici. Ben oui, merci. Il y a eu beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts depuis. La neige a neigé. Oui, la neige a neigé. Et j'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours pour voir un peu, justement, quel est ton titre puis quel est ton domaine de travail. Oui, bien en fait, quand on s'était rencontrés il y a quelques années, j'étais herboriste clinicienne. Et puis, assez rapidement, je me suis réorientée en naturopathie. Donc, je suis naturopathe agréée. Je me spécialise en santé hormonale, en équilibre hormonal et aussi, j'accompagne les gens qui sont confrontés au cancer. Donc, je fais de l'accompagnement en oncologie intégrative. OK. Donc, il y a un cheminement assez logique qui a évolué justement pour t'amener où tu es aujourd'hui. Absolument. Puis le sujet de notre rencontre aujourd'hui, l'entrevue, c'est la relation entre hormones et santé mentale. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense, parce que tu as beaucoup de notes, puis tu as beaucoup de notes probablement dans ta tête aussi. Absolument, j'ai 25 ans de notes. Oui, alors c'est intéressant. Je pense pas, à ma connaissance, qu'on a parlé spécifiquement de ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les hormones? Oui, bien en fait, si on commence en mettant la table pour que les gens puissent comprendre, c'est quoi exactement une hormone? Une hormone, c'est un régulateur de santé. Et les hormones, en fait, ce sont des messagers qui en fait, influencent énormément toutes les activités cellulaires. Et les hormones fonctionnent par récepteurs. Et les récepteurs ne sont pas juste dans la sphère gynécologique ou dans la sphère de la reproduction ou de la sexualité, bien au-delà de là. En fait, on retrouve des récepteurs, entre autres, dans le système nerveux. Et ce sont des récepteurs d'estrogène, de progestérone, et il y a d'autres, évidemment, on va en parler, il y a d'autres hormones qui modulent la santé mentale. Donc, si on a des récepteurs d'hormones, même si ce sont des hormones d'abord, disons, sexuelles, bien, ça veut dire que ces hormones-là ont une influence sur la santé cognitive ou neurologique. Donc, en fait, ça nous amène à réfléchir sur la santé optimale. Et la santé optimale, c'est quelque chose qui n'est pas accessible tant qu'il n'y a pas de contribution hormonale. Donc, les hormones sont des grands influenceurs de santé mentale. Et en fait, ils vont influencer plusieurs activités. Donc, ils vont avoir un impact sur le métabolisme global, ils vont avoir une influence sur la fonction digestive, sur l'appétit, mais aussi au niveau neurologique et au niveau des émotions. Et avant d'entrer en ondes, tu m'as un peu surpris en disant que c'était chez les hommes et chez les femmes, les hormones. Absolument. On a les mêmes hormones à des taux différents, on peut dire ça comme ça. Évidemment, ça fluctue au cours des décennies. Et en fait, les hommes, si on prend un exemple, à 70 ans, les hommes ont plus d'estrogène que les femmes. OK. Donc, même l'estrogène, c'est pas une hormone proprement féminine, c'est une hormone qu'on va dire au niveau mammifère. Donc, oui, bien effectivement, quand on pense aux hormones, on va avoir une référence assez claire en pensant, par exemple, à des troubles de fertilité. On va penser aux hormones à ce moment-là. On peut parler de syndrome prémenstruel. On peut penser à la périménopause, évidemment, où il y a des fluctuations qui modifient les comportements dans certaines conditions, comme le syndrome des ovaires polykystiques ou des fibromes. Mais il y a d'autres conditions, en fait, où on n'a peut-être pas le réflexe de penser tout de suite aux hormones. Puis là, on va parler, en fait, de dépression, de déficit d'attention, d'anxiété, de perte de motivation, fatigue mentale, une diminution aussi de la tolérance face à l'effort mental et tout ce qui est en lien avec la cognition et la mémoire. Ça veut dire que le débalance, si je comprends bien, un déséquilibre, oui. Le déséquilibre des hormones pourrait causer, ou en tout cas pourrait contribuer à avoir une santé mentale peut-être plus défaillante. Fluctuante, oui, exactement. Si on prend seulement l'exemple de l'estrogène, si on le remet, disons, dans un cas de cycle menstruel, mais bon, c'est
évidemment, là, on parle de femmes de toute évidence, là, mais en fait, c'est qu'on a noté que la dopamine, qui est un neurotransmetteur tenu, disons, responsable de la motivation, de la récompense, de la satisfaction et du bonheur immédiat, bien, en fait, il est influencé par l'estrogène. Donc, on sait que la dopamine, bien, elle est sensible à ce taux-là fluctuant d'estrogène. C'est ce qui va expliquer, par exemple, dans un cycle hormonal, après le début de la menstruation jusqu'à l'ovulation, quand la femme elle est régulière, bien, elle va sentir beaucoup plus de motivation parce que c'est là qu'il y a plus d'estrogène. Donc, il va y avoir plus de dopamine à ce moment-là. Puis, quand on passe le cap de l'ovulation, il y a un décrescendo progressif au niveau de l'estrogène et on peut ressentir là, justement, soit des modulations au niveau de l'humeur, on va avoir un peu plus d'anxiété, on va avoir un peu plus d'inconfort, on peut avoir de l'insomnie, on peut avoir des pertes de mémoire, on va être moins concentré, on va être moins tolérante justement à cet effort-là mental. Ce qui me fait dire que souvent les femmes sont plus fortes qu'on pense, parce que avec tout ça à chaque mois, bravo vraiment, parce que... Ça demande beaucoup d'adaptabilité, mais ça, c'est pour les conjoints inclus, bien sûr. Oui, exactement, et les proches, c'est sûr. Surtout en périménopause. On le ressent même dans les cycles menstruels, là, effectivement. Absolument, oui. Mais c'est une richesse, en fait, d'être en contact avec ces fluctuations hormonales pour mieux se comprendre aussi, mieux s'accueillir, puis aussi être plus tolérant envers les autres. C'est très, très, très important. Puis évidemment, il y a des conditions qui sont extrêmes, comme le trouble dysphorique prémenstruel qui amène vraiment une perte de qualité de vie majestueuse là, chez certaines femmes. Ce sont ça c'est de 5 à 15% des femmes qui vivent ça, mais ne serait-ce que juste les fluctuations dans le mois va avoir une influence très importante, entre autres, sur la sérotonine. Fait qu'on a parlé un peu de dopamine, mais la sérotonine, qu'on va dire, le neurotransmetteur un peu plus spécifique au niveau de l'attitude positive, comme un antidépresseur naturel. C'est quoi la différence entre les deux, de dopamine et sérotonine? Tout travaille ensemble, en fait. Hein, il y a une grande communauté de neurotransmetteurs et d'hormones, puis il y a des neurohormones aussi, et ça travaille toujours ensemble. En fait, la dopamine va être plus impliquée dans disons, l'acuité intellectuelle, dans la concentration, donc dans les déficits d'attention, il y a des fluctuations au niveau de la captation de la dopamine. Tandis qu'au niveau de l'humeur, au niveau de l'irritabilité ou au niveau de l'anxiété, on va penser plus à la sérotonine. Okay. On va penser à la noradrénaline aussi. Mais c'est la sérotonine qui est vraiment vue comme notre antidépresseur naturel. Et en fait, l'estrogène, si on continue dans la vague de l'estrogène, c'est l'estrogène qui permet en fait de rendre la matière première qu'on appelle le tryptophane disponible aux cellules. Donc, à partir du moment où il y a plus d'estrogène, on a plus de tryptophane et là, le corps peut synthétiser davantage de sérotonine. Et c'est aussi l'estrogène qui permet de fixer la quantité et la qualité des récepteurs pour la sérotonine et va la concentrer au niveau ce qu'on appelle une synapse, en fait, qui est l'espace entre deux neurones. C'est là où passe l'information. Il va passer exactement cette sérotonine-là pour influencer l'attitude positive. Donc, et cette relation-là, ça semble très technique, mais c'est très, très important parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent des fluctuations au niveau de l'humeur, qui vont consulter, puis qui se font prescrire des antidépresseurs. Et pour certains, ça va très bien. Et c'est une bonne portion de solutions. Mais pour d'autres, non, ça empire la situation ou la situation reste instable. Fait qu'il faut penser, est-ce qu'il y a un équilibre hormonal à l'arrière? Exactement. Ça permet de compléter, en fait, la pharmaco. La fameuse santé globale. Mais oui, on ne peut pas traiter en stylo la santé mentale nécessairement, c'est ça? Là? Oui, exactement. Fait que ça, c'est la portion, disons, un peu plus sérotonine pratico-pratique. Si on pense à notre progestérone, et la progestérone, dans le cas d'une femme, elle va arriver post-ovulation. Donc, elle est synthétisée lorsqu'il y a ovulation. Donc, à partir de l'âge de 35 ans, ce qu'on remarque, c'est qu'on commence à avoir des cycles anovulatoires. C'est ce qui va s'amplifier vers la périménopause, ménopause. Bien, après la ménopause, on oublie l'ovulation. Hein? Donc, la progestérone, il y a un décrescendo à partir de la mi-trentaine. Donc, c'est ce qui va faire, en fait, que la femme va sentir un peu plus d'irritabilité ou la femme va dire, j'ai jamais eu de syndrome prémenstruel et quand je suis arrivée à la mi-trentaine, on dirait que là, j'avais de la difficulté à gérer mes fluctuations.
beaucoup plus de sensibilité. Et en fait, la progestérone, elle a cette capacité-là. C'est une neurohormone, donc elle va passer au niveau du cerveau, ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, et elle va se transformer en allopregnanolone. Et l'allopregnanolone va venir stabiliser les récepteurs GABA. Et le GABA, c'est un inhibiteur nerveux. C'est l'antipanique. C'est ce qui permet de détendre profondément et de permettre aussi le sommeil, mais d'être capable d'intégrer l'information, puis de le faire dans une zénitude. On peut dire ça comme ça. Et tout ça est naturel et créé par c'est la magie de la vie, là. Le corps humain, cette intelligence qu'on a en nous. Oui, puis c'est extraordinaire. Puis ça ne s'arrête pas là. Surtout quand tu le connais comme toi, je pense que tu découvres que tu es encore plus convaincu que c'est magnifique. C'est merveilleux, en fait. Si on continue là, rapidement là, dans l'exploration des hormones, on a aussi la testostérone. Là, on va parler peut-être un peu plus des hommes, mais les femmes, c'est une contribution nécessaire à la santé aussi. Les femmes font 10 fois moins de testostérone que les hommes, mais sont très, très, très sensibles. Il y en a absolument. Oui. Autant que vous avez de l'estrogène. Tu déboulonnes des tabous aujourd'hui. Et là, je reviendrai pour ça va me faire plaisir. Les limites et réalités au sujet des hormones. Exactement. Oui. En fait, la testostérone, c'est un fort antidépresseur. Hein. Ça permet, en fait, aussi d'avoir une capacité de se représenter dans l'espace. Donc, pour tout ce qui est mémoire, ce qui est cognition, capacité d'apprentissage, mais attitude positive, puis la capacité d'être fonceur, d'être entrepreneur, c'est quelque chose qu'on relie beaucoup à la testostérone, mais c'est pas parce que la femme en a moins qu'elle n'est pas sensible aux fluctuations non plus. Ouais. Donc, la testostérone est très, très, très importante. Elle permet de garder l'acuité mentale puis la vitesse de transmission de l'information. Donc, ça, c'est très bien. Et on a aussi notre ocytocine. L'ocytocine, on n'en parle pas souvent. Hein? On n'en parle pas souvent et pourtant, c'est hyper important. L'ocytocine, elle permet en fait d'augmenter l'optimisme, la confiance en soi. Ça permet de nourrir l'estime personnelle. C'est en fait, l'ocytocine, elle est sécrétée pour, pendant l'accouchement, entre autres, là, pour accentuer les contractions. Mais ça va beaucoup plus large que ça, en fait. L'ocytocine permet, c'est ce qu'on développe dans le lien maternel, dans l'attachement, dans la relation aux autres aussi. Okay. Donc, c'est très important pour la santé mentale, dans le social. Donc, ça permet aussi de développer l'intimité, l'attachement. C'est un antidépresseur, c'est un anxiolytique. Et le plus grand saboteur d'ocytocine, c'est le stress. C'est un ou c'est l'autre. Hein? Plus on vit de stress, moins on va avoir d'ocytocine. Et quand on vit beaucoup de stress, si on a un environnement social aimant, où on a, par exemple, des animaux de compagnie, on a de l'affection, on a des enfants, mais ça permet, en fait, de mieux gérer le stress. Ça va moins augmente. Nous affecter, exactement. C'est ça. Fait que ça, c'est extraordinaire aussi. Il reste un petit peu plus qu'une minute, Véronique. Ça passe tellement vite, mais il y a tellement de matériel. C'est sûr qu'il va falloir qu'on te réinvite ça me fait tu le veux bien. Hein. C'est super intéressant. C'est bien de renouer, mais j'aimerais que tu nous mentionnes certaines références. D'abord, la clinique à laquelle tu œuvres, là, je pense que tu as une clinique intéressante, mais il y a peut-être des références aussi à donner aux gens sur ce sujet-là des hormones et santé mentale. Oui, absolument. En fait, j'ai fondé en 2018 la clinique intégrative du Haut-Richelieu. Donc, c'est un portail maintenant qui est virtuel. On avait une clinique physique, mais bon, avec la COVID, on s'est ajusté. Ouais. Donc, c'est un portail virtuel où on regroupe là, des experts, en fait. C'est la crème de la crème, là, des gens que j'ai côtoyés, des naturopathes, des nutritionnistes, des homéopathes, acupuncteurs, oui, sous peu. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant sur le web pour trouver la clinique? Cliniqueintégrative.com. .com, tout simplement. Oui, c'est très simple. En quelques secondes, est-ce qu'il y a d'autres références, livres ou sites web ou autre chose qu'on devrait lire sur les hormones et la santé mentale? En fait, oui, en 2023, ça me fait vraiment plaisir. Là, on lance, moi et ma collègue et partenaire, qui est Dr Lynn Deshôtels, qui est une spécialiste en hormonothérapie. On lance la plateforme qui s'appelle Ma santé, mes hormones, qui se veut en fait une plateforme de formation virtuelle. OK. Donc, ça, c'est... Donc, si on cherche Ma santé, mes hormones, on peut tout savoir. .com. Merci beaucoup, Véronique Bourbeau. Ça fait plaisir. C'est super intéressant. Il y a tellement de matière qu'il faut qu'on te réinvite, là, définitivement. Ça va me faire plaisir. Merci, c'est avec plaisir. À la Bonne prochaine. Journée. Salut. Vous avez manqué votre émission préférée? Faites du rattrapage via le site web de Folie Douce, antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. C'est maintenant le segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, le pouvoir des introvertis. Le pouvoir des introvertis. Si je te posais la question, toi,
Est-ce que tu te considères comme un introverti ou un extraverti? Je pense que je suis plus extraverti, sauf qu'avec la description que tu vas dire, peut-être j'ai mes moments d'introversion, Ouais. on peut-tu dire ça? D'introversion, Oui. en tout cas, on est plus retourné vers soi-même, mais en règle générale, je pense que je suis plus extraverti. Faut voir. Et toi? Par moments, je me trouve introverti, d'autres moments, je vais être le contraire. Je pense que c'est difficile de juger par soi-même de quel côté de la clôture on est. Mais déjà, de faire de la radio, on est un peu extraverti. D'après la façon que je le vois, peut-être c'est pas ça du tout introverti, mais il me semble qu'on est déjà prêt à discuter et à s'exprimer. En tout cas, il faut voir. Peut-être. Alors, le titre de l'article que j'ai trouvé sur Internet, c'est « La force des discrets, le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard ». Et c'était sur le site medium.com. C'est un article écrit par M. Onur Karapinard, et il est auteur. Alors, ce M. Karapinard nous dit « Être introverti dans un monde où les gens sont confiants, ouverts et capables de se faire entendre peut représenter un vrai défi pour certains, car le monde n'accepte pas les introvertis pour ce qu'ils sont. Ces derniers sont souvent perçus comme timides, sensibles, réservés et même solitaires ou antisociaux. Bien que les introvertis représentent un tiers de la population mondiale, ils sont néanmoins constamment pressés à se conformer aux extravertis. Tu vois, c'est une statistique que j'ignorais, un tiers. Ouais. Alors, on nous dit bien que la qualité d'être social, vif, bavard et charismatique en compagnie humaine soit typiquement associée aux extravertis, il est faux de supposer qu'elle est fondamentalement étrangère aux introvertis. La différence résidant dans la façon dont les deux traits de personnalité se rétablissent et se rechargent après une longue journée de travail. Là où les extravertis ont besoin de compagnie humaine pour se ressourcer après une journée épuisante, les introvertis trouvent du réconfort en restant à la maison, peut-être avec une tasse de thé en regardant leur série préférée à la télévision. Les introvertis sont ceux qui préfèrent généralement rester à la maison le vendredi soir et lire un livre plutôt que de faire la fête. Ils préfèrent écouter parler et profiter de leur propre compagnie et de la solitude des autres. Alors que les extravertis ont tendance à avoir un cercle social plus large et une vie sexuelle plus active, ils sont aussi plus enclins à commettre des crimes et des adultères. Contrairement aux introvertis qui sont plus perspicaces et prudents, les extravertis sont plus enclins à prendre des risques et préfèrent les petites conversations aux conversations profondes. Carl Jung, médecin et psychiatre suisse bien connu, fondateur de la psychologie analytique et penseur influent, a raisonnablement suggéré que toute personne est typiquement un amalgame des deux traits de caractère. Réduire les individus à l'un ou l'autre des deux revient à les classer parmi les fous. Donc, je n'ai peut-être pas d'affaire à te poser la question en ouverture. Alors, on dit les constellations de qualité associées aux extravertis, soit être bavard et enthousiaste, ont acquis une valeur culturelle et ont été jugées acceptables par opposition aux qualités dévalorisées d'être tranquille et timide. Les extravertis sont meilleurs que les introvertis pour gérer une surcharge d'informations et donc capables de mieux performer que les introvertis sous pression. Ils sont plus aventureux et ont tendance à prendre plus de risques. Sans surprise, ce sont les qualités parmi les plus valorisées dans le marché du travail, surtout si vous êtes dans la vente. Ça s'imagine facilement. Ouais. Les introvertis vivent sous pression constante, soit pour surmonter leurs inhibitions et devenir des extravertis, soit pour ne pas être étiquetés comme défectueux. Les parleurs charismatiques ont tendance à attirer davantage l'attention sur eux, souvent avec une voix grave. Cette tendance se manifeste même au sein d'un groupe de personnes travaillant ensemble. Les membres de n'importe quel groupe sont plus susceptibles d'accepter et de se conformer à un orateur qui parle avec assurance plutôt qu'à un orateur à la voix douce, quels que soient les mérites de leurs idées. Même dans les emplois où être perspicace, cérébral et judicieux peut être un atout, les extravertis sont toujours préférés parce qu'ils sont considérés comme une qualité essentielle pour réussir.
Cependant, Susan Cain, écrivaine et conférencière américaine, affirme que peu importe à quel point on prétend être un extraverti pour le monde qui nous entoure, notre moi introverti se révèle inconsciemment à travers notre langage corporel, malgré les nombreuses tentatives pour le retenir et le cacher. C'est vrai que la gestuelle, ça peut... Ça dit beaucoup. Là. Ça en dit plus qu'on avais déjà parlé, je pense, du body language qu'on appelle. Là, surtout chez les politiciens qui nous offrent leur discours. C'est ça. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, le collectif est privilégié par rapport aux individus et la conviction générale privilégie le travail en groupe comme le plus efficace. Ainsi, les salles de classe et les lieux de travail des institutions professionnelles et éducatives sont conçus et orientés pour stimuler le travail en groupe. Cependant, à maintes reprises, des introvertis ont créé les inventions les plus emblématiques de tous les temps et ont prouvé que cette croyance était profondément injustifiée. C'est vrai, il y a beaucoup d'inventeurs qui travaillent seuls et d'écrivains, etc., au fond. Mais sont-ils pour autant introvertis? Peut-être qu'ils travaillent seuls, un peu comme nous autres. Là, on travaille à deux. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Steve Wozniak, par exemple, a créé un prototype de l'ordinateur Apple en travaillant seul. De plus, la recherche a démontré que le fait d'être interrompu pendant une tâche peut constituer un obstacle important à la productivité. Mais bien que la solitude favorise la créativité et la performance, la collaboration ne doit pas être totalement rejetée. Mais je m'arrête là-dessus, Yvan, et je vais prendre un moment de solitude et je vais revenir plus tard. Merci pour ça, le pouvoir des introvertis. À venir dans l'émission, j'accueille Steve Bellumeur qui discute avec moi de santé mentale chez les jeunes. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Le pouvoir des introvertis ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, première émission radio francophone sur la planète démystifiant la santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie Douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Steve Bellumeur. Bonjour Steve. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci d'être avec nous à l'émission. Tu travailles dans le domaine de la santé. Ouais. Tu voulais, entre autres, nous parler de la santé mentale chez les jeunes. Toi-même, tu es dans la jeune vingtaine. Ouais. Tu le vois dans ton domaine de travail, mais aussi dans d'autres domaines. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu globalement, mettons, quelle est ton impression générale de la santé mentale? Je te dirais que si on recule peut-être, mettons, juste 5-6 ans, déjà là, c'est sûr que face à aujourd'hui, on a une meilleure amélioration, tu sais. Mais ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps, puis tu sais, tant mieux, il faut que ça évolue, on n'a pas le choix. Est-ce que ça a assez évolué, par exemple? Ça, je suis peut-être pas certain. Puis c'est sûr que peut-être tu as eu la pandémie récemment, ça n'a pas aidé. Puis, ça nuit beaucoup. Hein? Ça nuit beaucoup. Puis, tu sais, mettons, juste moi, dans le domaine de la santé, de ce que j'ai pu faire, je travaille en plus dans une urgence. Donc, je peux très bien le dire que ça a été pas mal un gros enjeu, autant chez les jeunes, mais autant même chez les personnes plus vieilles qui ont 30, 40, 50 ans, parce que veut pas, c'est tout le monde qui était dans le même bateau. Ouais. C'est tout le monde qui avait à subir ça pour la première fois, puis tu sais, veut pas, tu sais pas comment tu vas réagir, veux pas, face à une situation comme ça. C'était hors du commun, veux pas. Mais non, ça a été quand même particulier. Et ça déprime la santé, tu sais, la santé physique. Quand les gens sont pas en forme, veux pas, ça ajoute aussi une déprime. Là. En plus, la personne n'a peut-être pas un problème de santé mentale comme tel, mais c'est sûr qu'elle se sent moins bien. Tu sais, autant que tu as la job, mais tu sais, ça arrive, mettons, moi, pendant le shift, tu vas parler avec du monde, puis tu sais, puis autant que je peux avoir, mettons, quelqu'un de mon âge ou, tu sais, à peu près, puis ça peut être n'importe quel problème de santé mentale, mais ça reste que, d'un, ça aurait pu être moi, mais ça aurait pu être un de mes amis, ça aurait pu être quelqu'un de proche. C'est pas le fun. C'est zéro le fun. Puis, tu sais, tu te poses comme question, genre, est-ce que la personne a... Comment je dirais bien ça? Elle a-tu fait quelque chose?
qu'est-ce qui l'a amené là? Puis tu dis, tu sais, pourtant, la personne est jeune, puis tout, elle a toute sa vie, tu sais. Puis t'essaies de comprendre cet individu-là. T'essaies de comprendre, c'est ça, qu'est-ce qu'il a pu, tu sais, tu manqué de ressources à quelque part, quoi de même. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas normal. Moi, je trouve que il y a eu autant de jeunes pendant la pandémie qui ont, oui, ils ont été touchés, puis c'est normal, mais qui n'aient pas eu tant de ressources que ça, je la comprends pas, par exemple. Parce que ça a été un problème majeur, puis je parle pas juste des jeunes peut-être de 16 à, mettons, 28, 29. Je peux même parler des plus jeunes. Autant, j'ai une petite frère et une petite soeur qui ont été à l'école, qui sont au primaire, eux autres qui ont vécu l'école à la maison, là. Ça a été difficile, Ça a été difficile parce que c'est pas juste le fait... tu sais, ils ont un peu ce côté-là du fait que moi, j'aime ça être à l'école, t'es là. Tu sais, t'es là. Tandis que l'école à la maison, quand t'es chez vous, c'est différent. Ça remplace pas d'être sur place, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Là. Puis tu sais, veux pas, que ce soit à l'école quand même, t'as l'aspect social. Tu sais, oui, ma mère aussi travaille dans le domaine de la santé, mais oui, ma soeur pouvait comprendre qu'il y avait une maladie, mais essaie d'expliquer à un enfant que tu peux pas voir ses amis à cause de tout ça. Ouais. C'est ça, peut-être que ça buguait, je pense. Et les jeunes ont eu moins de perspectives, ils ont moins vécu de choses dans leur courte vie. Fait que, à quelque part, c'est sûr que ça devient comme une espèce un drame, là, la pandémie. Là. Un drame. Puis, tu sais, autant les jeunes, autant que ça peut être jouer avec des amis dehors, ça peut être ceux qui font du sport, ça peut être ceux qui font des loisirs, ceux qui font n'importe quoi, des concours d'échecs, n'importe quoi. C'est qu'ils voient du monde. Ils voient du monde, ils voient leurs amis à l'extérieur, mais ils voient du monde, ils découvrent justement c'est quoi. Puis, tu sais, on dirait que du jour au lendemain, c'est tout est bon, puis on comprend la raison, mais du jour au lendemain, tu te vas dire non. Tu peux plus faire ça, mais tu sais, c'est pas... Ça a pris tout le monde par surprise, en fait. Ça a pris tout le monde par surprise, puis tu sais, genre, on recule, mettons, quand ça a commencé en avril 2020. Écoute, c'était nouveau pour tout le monde, puis on savait pas à quoi ça allait... s'en tenir, là, cette affaire-là, ça aurait pu être beaucoup plus pire, ça aurait pu être, tu sais, mais... Est-ce que tu travaillais à cette époque-là dans le domaine de la santé déjà? J'ai commencé justement pendant la première vague aussi, avec le CIUS de l'Est, puis écoute, je pense que ça faisait peut-être deux semaines, mettons, que ça avait commencé vraiment, que tout avait fermé, le lockdown, puis c'était dans la phase, justement, où les employés, j'aime pas ça dire ce terme-là, mais tombaient à mouche. Oui, tombaient comme des mouches. Tombaient comme des mouches. Ouais. Puis moi, je suis vraiment rentré dans ce temps-là, puis... Pour venir donner un coup de main, là. Pour venir donner un coup de main, puis, tu sais, depuis ce temps-là, je suis pas ressorti du système de santé, puis, tu sais, on va le prendre comme un plus, c'est sûr, puis ça a été une expérience assez particulière, puis ça l'est toujours, mais tu sais, c'est le fun, parce qu'au moins, tu peux découvrir quand même d'autres aspects par rapport à ça. Avant d'entrer dans le domaine de la santé comme travailleur, est-ce que tu avais déjà réfléchi, est-ce que tu avais déjà des idées sur la santé mentale ou ça a vraiment comme aidé oui, c'est sûr, j'avais une certaine base. Tu sais, mon père travaille aussi là-dedans, puis tout. Fait que c'est sûr qu'on a déjà eu des discussions par rapport à ça. Autant que j'ai connu un de mes amis, un de mes très bons amis qui a vécu une situation assez raide, que tu sais, j'ai même pas eu la chance de le voir pendant un 6-7 mois. OK. Fait que, tu sais, oui, j'ai un de mes amis, un très bon ami personnel, malheureusement, juste avant la COVID, qui a décidé de mettre à ces jours. Okay. Fait que oui, veut pas. C'est dur à accepter aussi. C'est dur à accepter, puis fait que tu sais, oui, il y avait déjà eu quand même j'avais déjà une certaine opinion face à ça, puis ça changeait pas mon point de vue du fait que c'est les ressources, tu sais, puis c'est pas méchant envers le gouvernement, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, puis oui, c'est bon, tu sais, de mettre de l'argent, mais que tu mettes de l'argent, c'est correct, mais ça changera rien. Mais comment t'organises? C'est ça, ça va plus loin que l'argent. C'est ça. Tu sais, on dit tout le temps l'expression l'argent fait le bonheur, puis l'argent arrange des choses. Mais je peux dire que pour un cas de santé mentale, l'argent, ça règle rien, pas en tout. Ça réglera jamais rien parce qu'on veut pas. Puis c'est pas méchant, mais je regarde, mettons, juste les 2 dernières années, puis tu sais, quand, mettons, on va prendre avant la deuxième vague, quand ils ont mis, je pense, c'était le budget de 100 millions pour la santé mentale. Je regarde 2 ans après, là. Est-ce qu'il y a eu tant une grosse amélioration? Je serais curieux de voir parce que
pas certain ben là-dedans. Ouais. C'est ça, c'est pas aussi évident. Peut-être ça se fait tranquillement. On parlait des fois de donner plus de financement aux organismes, entre autres, qui étaient sous-financés. Peut-être ça paraît moins parce que c'est venu comme aider des organismes qui avaient déjà beaucoup de misère. Là. Mais en même temps, comme tu dis, c'est peut-être pas aussi évident qu'est-ce que ça a changé en 2 ans, effectivement. Non, puis on n'a pas, j'ai pas de statistiques par rapport à ça. Mais si tu veux, je peux te sortir une statistique que j'ai, puis les gens peuvent aller voir. C'est une statistique que j'ai trouvée sur statcan.gc.ca. Ouais. C'est une donnée qui donne de 2019. Fait que oui, c'est sûr que ça fait 4 ans, mais par exemple, on peut faire un bon pas de recul pour moi, déjà se faire une estimation. Ouais. Ça dit que parmi les enfants et les jeunes de 5 à 17 ans, 17% des jeunes ont déclaré avoir une santé mentale mauvaise ou passable et 5% ont déclaré avoir reçu un diagnostic de trouble anxieux. Ouais. Donc ça, c'est des données de 2019. J'ai pas sûr. Avant pandémie, peut-être c'est pire. Finalement, peut-être que la pandémie, est-ce qu'on va savoir dans quelques années, le temps qu'on analyse les données? Là, ouais, mais tu sais, déjà, c'est pas juste, oui, je parle de la pandémie, puis c'est pas le fait de critiquer, c'est pas ça le but, mais juste avec les statistiques-là, c'est pas un problème de pandémie. C'est un problème qui était là avant, parce que quand je vois ça, des jeunes de 5 à 17 ans, que je vois que 17% ont une santé mentale mauvaise du passable. C'est quand même beaucoup de monde. C'est pas mal beaucoup de jeunes. Presque 1 sur 5, là, pas loin. Là. Pas loin, c'est pas loin de 1 sur 5. Un jeune sur 5 Canadiens souffre de problèmes de santé mentale passable ou de problèmes de santé mentale. Puis t'as un 5% là-dedans que c'est des troubles anxieux. Ça va pas en s'améliorant souvent. Ça va pas s'améliorant pas en tout. Mais j'aimerais qu'on parle, tu as fait du sport pas mal quand tu étais encore plus jeune. Puis je pense que tu as côtoyé quand même des situations de détresse, ou en tout cas des situations un peu difficiles au niveau émotionnel. Ouais, ben, tu sais, comme tout Québécois, en tout cas, on a toute la piqûre. J'ai eu la chance de jouer au hockey. Même encore aujourd'hui, je joue encore, puis tout. Puis il y a une année, on avait gagné justement la Coupe Montréal. Puis à quel niveau tu étais? On était bantam cette année-là, puis on était du simple lettre. C'était pas rien de majeur ou de quoi de même. Quand même mais c'est une ligue de hockey organisée, veux pas. Puis, tu sais, il y a un enjeu, veux pas. Tu sais, pour nous autres, la Coupe Montréal, c'est la mini-Coupe Stanley des jeunes, là, littéralement. Puis, tu sais, dans le fond, avant d'aller jouer à la grande finale, on avait la finale de l'Est à jouer, qu'on avait gagné. Puis, on avait comme 2 jours avant la finale. Puis, je peux te dire une affaire, autant moi, mais autant que mes amis dans mon équipe, ben, l'anxiété est sortie parce que veux pas, c'est un match, puis c'est qu'est-ce qui arrive si on le perd? C'est quoi qui va arriver? Comment je vais me sentir? Vous aviez quel âge à ce moment-là? Et on avait 14 ans. Moi, j'avais 14 ans. J'étais au secondaire 2. Puis, écoute, je peux te dire que la nuit du vendredi au samedi, tu dors pas gros, là, parce que t'as juste ça dans la tête. Tu te demandes si on se plante. Puis si on se plante, qu'est-ce qui va arriver? Puis c'est pas juste ça, c'est que, tu sais, déjà, à la base, des jeunes, il y en a beaucoup qui jouent au hockey qui ont même pas la chance d'aller jouer une finale. Ouais. Moi, j'avais la chance d'en jouer une. Mais la question, c'est est-ce que je vais y retourner pendant que je vais rejouer? C'est juste la seule fois de ma vie que je vais avoir la chance de jouer pour ce trophée-là. Fait que c'est plein de petites questions qui paraissent vraiment inaperçues, sauf que en dedans de nous autres mêmes, en tant que joueur de hockey, en tant que petit gars qui veut gagner, veut pas, ça gruge, puis ça prend de l'énergie, puis c'est... Pour vrai, je vais dire l'expression, ça fait tourner l'hamster, là. Oui, puis avez-vous passé à travers? Est-ce que les jeunes ont pu Ouais, je vais prendre l'exemple de la finale. Quand on est arrivé dans la chambre, c'est sûr qu'il y avait quand même le côté tendu, là, du fait que c'était une finale, on est rendu là, tu n'étais pas là pour rien. Mais je pense qu'on avait eu notre coach, dans le fond, mon père, nous avait fait un bon speech, tu sais, comme pour vraiment comme nous ramener, puis même pendant la game, il nous parlait vraiment pour essayer de détendre l'atmosphère. Il faut focuser, puis juste... Focuser, puis tu sais, de pas vouloir en faire trop, juste en faire assez, puis de faire ce que vous êtes capable de faire, tu sais. C'est le plus important, puis finalement, ça a rapporté fou, on aura gagné. OK, fait que finalement, fait que je peux dire que c'est le plus beau feeling à vie. T'es gagnant d'une finale. Ouais, mais je peux dire que c'est le plus beau feeling à vie. Tu passes de très, très anxieux à le gars le plus content au monde, par exemple. Ça, je peux le dire, là. Puis je vais prendre juste l'année d'après, il y a un autre joueur que j'ai joué avec, c'est un des 3 meilleurs joueurs de l'équipe en termes de production, tout. Puis on était rendu en demi-finale des séries, on avait encore là une bonne équipe, puis on était encore du simple lettre. Là, on avait 15 ans, puis juste avant la game,
il a fait une méga crise d'anxiété, puis au point qu'il n'a pas été capable de jouer. Pas du midget 3, on est du simple lettre. Puis comment vous avez réagi, les autres joueurs? Ou comment tu as réagi? C'est sûr que, tu sais, comme tu prends les coachs, tu le prends à part, tu essaies de le détendre. Puis, tu sais, veux pas. Nous autres, oui, tu as le stress de la game, mais en même temps, tu veux pas voir un de tes partners comme ça, veux pas. Fait que, tu sais, il y a un double côté. Il fallait vraiment quand même rester focus. C'est stressant quand même. C'est stressant. Puis, tu sais, on avait tout ce stress-là. Ben, tu sais, lui, c'est arrivé, mais il y en a sûrement d'autres dans l'équipe qui avaient autant de qui ressentaient de l'anxiété à quelque part, peut-être pas aussi poussé que ça, mais c'est pas des situations évidentes quand même, là, le monde du sport. Puis, il nous reste quelques secondes. Crois-le pas, ça passe tellement vite. Ça passe vite, hein, pour vrai. Mais je veux te remercier, Steve Bellemare, d'avoir été des nôtres pour nous avoir raconté un peu ton impression de la santé mentale. Puis on l'a vu dans différents exemples. Merci d'avoir été à l'émission. Pas de trouble, ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Puis je vais finir l'entrevue avec une petite dernière statistique. Le site, dans le fond, c'est cihi.ca. Puis j'ai une statistique de 2020 que les jeunes de 5 à 24 ans, c'est près d'une hospitalisation sur 4, si on regarde ça de même, ont été diagnostiqués avec un trouble de santé mentale. OK. Non, je ne sais pas si ça a le rapport avec la pandémie ou c'était juste avant, c'est pas ce point. C'est préoccupant. Il faut s'intéresser à la santé mentale pour tous les âges, mais chez les jeunes particulièrement. Chez les jeunes, mettre plus de ressources, ben, tu sais, puis c'est comme que je dis, c'est bien beau l'argent, sauf que l'argent, ça rajoute à rien dans la vie. Je sais que ça manque du monde. Est-ce qu'il manque de monde? Oui. Faut-tu revoir certains critères? Je sais pas, je suis pas dans... C'est à suivre. C'est à suivre. Merci beaucoup, Steve. C'est Bellemare, puis bonne continuation. Ben, merci beaucoup. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. De retour, Pierre, avec le sujet que tu as commencé plus tôt, le pouvoir des introvertis. Oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « La force des discrets, le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard ». Et j'ai pris ça sur le site medium.com et c'est écrit par un monsieur du nom de Onur Karapinnar qui est auteur. Alors, ce monsieur nous dit « La collaboration et le travail de groupe en petits groupes et dans des environnements favorables à l'introversion est utile. La même personne qui a de la difficulté à s'exprimer en classe pourrait être à l'aise de bloguer devant 1 million de personnes. Les introvertis sont réceptifs à l'idée de la communication informatique et préfèrent cette méthode de socialisation à l'interaction humaine. Ils sont plus enclins à s'ouvrir et à révéler des informations sur eux-mêmes en ligne, car celle-ci atténue la peur du jugement. La plupart des gens font l'erreur de confondre introversion et timidité. Madame Susan Cain, qui est consultante, formatrice et écrivaine américaine, dissipe ce malentendu en distinguant clairement les deux qualités. Elle nous dit « La timidité est la peur de la désapprobation sociale ou de l'humiliation, tandis que l'introversion est une préférence pour les environnements qui ne sont pas trop stimulants. » La timidité est intrinsèquement douloureuse, pas l'introversion. Et c'est vrai, tous les introvertis ne sont pas timides et tous les timides ne sont pas introvertis. Une autre qualité qui marque les introvertis est qu'ils sont meilleurs que les extravertis à retarder la gratification. Ils sont plus aptes à prendre de meilleures décisions qui pourraient leur être bénéfiques à long terme. Les introvertis réfléchissent plus attentivement que les extravertis qui agissent surtout par impulsion et pourraient finir par prendre des décisions irréfléchies dans ce processus. Les introvertis sont également plus sensibles à leur environnement que les extravertis. Ils ont tendance à prêter attention aux détails et sont plus disciplinés et empathiques. Oui, ben je réalise que je suis pas mal les deux. Finalement, au début, tu me posais la question, mais en fait, je me sens plus extraverti, mais maintenant que tu lis les choses, je pense qu'on a... Oui, mais on s'aperçoit finalement que ça prend peut-être un peu des deux pour être équilibré. C'est ça. Ouais. Alors, M. Karapinnar nous dit qu'ils sont plus alertes et prudents face à la vie en général, donc moins susceptibles de faire face à des accidents de la route ou de commettre des erreurs dans les affaires et les investissements. L'introversion et l'extraversion émergent-elles de notre tempérament génétique ou des personnalités que nous cultivons? Sont-ils fixés dans la nature ou élevés par l'éducation?
Le tempérament fait référence aux schémas émotionnels et comportementaux innés et biologiquement fondés que l'on peut observer pendant la petite enfance et l'enfance. Des études comme celle entreprise par Jerome Kagan, qui est psychologue américain, suggèrent que les tempéraments qui sont très réactifs aux stimuli évitent la nouveauté et se développent en personnalité introvertie. Il semble que nous ayons du matériel génétique qui prédétermine notre vie d'introversion ou d'extraversion. Le gène héréditaire est responsable de près de 50% de notre caractère. Cependant, certains aspects de la personnalité émergent d'une interaction complexe entre le tempérament biologique, l'environnement d'épanouissement et le libre arbitre. Nous pouvons élargir notre caractère dans une direction particulière et vers un type de personnalité spécifique, mais seulement jusqu'où notre tempérament inné nous permet de le faire. Mais c'est vrai qu'on voit ça souvent chez les jeunes enfants, tu sais, déjà un tempérament extraverti ou introverti, là. On le voit des fois en jeune âge. Oui. Autrement dit, nous sommes naturellement comme des élastiques au repos et nous pouvons nous étirer, mais seulement jusqu'à un certain point. On voit le mouvement là, d'étirer l'élastique. Un concept intéressant de David Dobbs, journaliste et auteur américain, appelé théorie des orchidées, suggère que la plupart des enfants qui grandissent pour devenir extravertis sont comme des pissenlits avec la capacité de se développer dans n'importe quel environnement. D'autres, qui s'éloignent de l'extraverti, ressemblent davantage à des orchidées. Ils sont plus vulnérables au flétrissement, ce qui leur confère un potentiel de croissance important seulement dans les bonnes conditions d'élevage. Ces enfants ressemblent à des orchidées, sont très réactifs. Leur système nerveux est très sensible à l'influence des malheurs de l'enfance. Ils sont touchés beaucoup plus durement selon leur environnement et leur éducation. Cependant, s'ils bénéficient de soins et d'une éducation appropriée, ces enfants ont tendance à en profiter davantage que les autres. Un environnement positif peut façonner et orienter un enfant orchidée. Je vais m'arrêter ici, Yvan, mais les gens pourront lire par eux-mêmes la suite de cet article qui s'appelle « La force des discrets, le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard ». Merci, Pierre. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots avant de terminer ce rendez-vous. Merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Également, dans les espressos et allongés, ton sujet, le pouvoir des introvertis. Merci pour tout. Notre invité en début d'émission, Véronique Bourbeau, nous a parlé d'hormones et santé mentale. Notre invité en début de deuxième demi, Steve Bellumeur, a discuté de santé mentale chez les jeunes. C'est donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.